Voici 3 lettres qui ont fait trembler la ville de Londres pendant plusieurs mois. 3 lettres qui ont changé l'univers de la police en créant le premier serial killer de l'histoire. 3 lettres qui ont donné naissance à des ouvrages et des films qui ont marqué des générations. Voici l'histoire de GTR, Jack the Ripper. Bienvenue dans notre série de podcasts Against the Ripper, où vous allez découvrir ce qui s'est passé avec Jack the Ripper à la fin du XIXe siècle à Londres. Dans notre nouvel épisode, l'enquête commence enfin. Je donne mon nom pour que tous sachent, comme dit l'histoire, ce que l'amour peut faire à un gentleman. Sincèrement vôtre, Jack l'Éventreur. Ce fut donc le vendredi 31 août 1888 que la première victime de Jack fut trouvée. À ce moment-là, Londres ainsi que le monde entier n'étaient pas encore pris de terreur, en pensant que la mort pouvait surgir à n'importe quel coin de rue. Les meurtres ne s'enchaînaient pas encore, la peur ne s'était pas installée dans l'imagination des hommes. Mais ce crime ne pouvait pas rester impuni, il fallait trouver le coupable. Odieux. Scotland Yard décida donc de confier l'enquête à l'inspecteur principal, Donald Swanson. Ce sera donc lui qui sera chargé de l'affaire au niveau des plus hautes instances. Mais comme souvent, ça ne veut pas dire que c'est lui qui va se salir les mains pour résoudre l'enquête. Après réflexion, il fallait faire intervenir un enquêteur qui connaissait bien le quartier de Whitechapel et qui serait sans doute en mesure de faire parler les habitants et de se faire entendre par eux. C'est donc l'inspecteur de police Frederick George Aberline qui fut envoyé pour cette mission. C'était un homme de 45 ans qui avait passé 25 ans dans la police et qui était un habitué du quartier. C'était donc l'homme de la situation pour être en mesure de mener l'enquête. Frédéric pouvait compter sur les premières informations qui avaient été obtenues dès le soir du meurtre. Malheureusement pour lui, c'était assez maigre pour un début. En effet, mis à part Charles qui avait trouvé le corps, il n'y avait pas de témoin direct du meurtre parmi les habitants. Personne ne s'était déclaré pour dire qu'il avait vu quelque chose. Aucune arme n'avait été retrouvée près du cadavre ou ailleurs, et il n'y avait aucun indice direct qui pouvait mener vers un quelconque suspect. C'était donc assez difficile pour commencer son enquête. Seules les informations du cadavre pouvaient donner quelque chose, mais c'était insuffisant pour se rapprocher d'une personne. Malgré l'enquête de quartier qui avait été faite juste après la découverte du meurtre, personne n'avait entendu quoi que ce soit, ni vu quoi que ce soit. Personne n'avait vu de silhouette suspecte ou de personne qui ne devait pas se trouver dans les parages la nuit du meurtre. Tout semblait être comme d'habitude, une nuit comme une autre, qui aurait dû se finir avec simplement une gueule de bois pour certains et un retour au travail pour d'autres. Frédéric, n'ayant pas assez d'indices, commença tout d'abord par soupçonner des équarrisseurs de chevaux qui travaillaient près du lieu du meurtre. Une enquête fut donc menée sur eux et leurs agissements le soir du meurtre. Mais cela fut vite confirmé. En effet, ils n'avaient rien à voir avec tout cela. Ce fut le début des problèmes pour la police, car très rapidement la population se mit à paniquer en pensant qu'ils avaient affaire à des voleurs ou à un fou en liberté qui vivait dans le quartier et que n'importe qui pouvait être sa prochaine cible. Ce qui est intéressant dans l'enquête qui a été menée, c'est que les habitants de Whitechapel firent sortir des vieilles histoires. Tout d'abord, il y avait eu le mardi 3 avril 1888, quelques mois avant le meurtre de Marianne, l'agression dans Osborne Street, une autre des rues de Whitechapel, de Emma Smith, qui avait fait parler et où il y a aussi avait pas mis la main sur son agresseur. Puis quelques semaines seulement avant la mort de Marianne, il y avait eu le meurtre de Martha Tabram le mardi 7 août 1888. Là aussi, il n'y avait pas eu de suspect, où la police semblait piétiner. Un meurtre, en plus en quelques semaines seulement, et les habitants du quartier commençaient à penser que tout était lié et que quelqu'un était en train de se débarrasser des prostituées qui traînaient par là. Vous pouvez donc imaginer à ce moment-là que la population commençait à perdre la tête. Surtout que l'idée du tueur fou se répandait de plus en plus. Il fallait donc agir rapidement avant que la population ne commence à se faire justice elle-même et commettre des meurtres en pagaille.
Vous pouvez imaginer l'agitation à la fois dans l'esprit des gens, mais aussi dans la presse qui ne tarda pas à s'emparer de l'affaire, comme dans beaucoup de situations du même genre. C'est à ce moment-là que le premier surnom de notre fameux tueur en série apparut. Et, vous pouvez l'imaginer, ce ne fut pas Jack l'Éventreur. Il fut tout d'abord connu sous le pseudo de Tablier de Cuir. Le nom venait du fait qu'un homme avait détrousé plusieurs prostituées avec un couteau. À la fin du Xe siècle, comme à certaines époques, les étrangers étaient souvent mal vus par les populations locales. Il était donc facile de faire porter le chapeau à des étrangers du quartier, en les désignant comme coupables, tout en indiquant que ce genre de crime ne pouvait pas être commis par un bon Anglais. Cela ne pouvait être l'œuvre que de personnes venant d'ailleurs. Meurtre, panique, division. Jack avait réussi son coup de mettre la pagaille dans la ville de Londres. Cela lui prit que très peu de temps. Et cela commença par se faire connaître sous le nom de Tablier de Cuir. Merci de nous avoir suivis dans ce podcast Against the Reaper. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à nous dire ce que vous en pensez et à nous suivre. On se retrouve pour une prochaine fois. Ciao!